Yes, we can. I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. La 15e édition de Soro in Musica se tiendra du 22 au 31 juillet prochain. Un festival ouvert et offert à tous, orchestré par le violoniste et virtuose Bertrand Servera. Il est notre invité ce soir. De la musique et des bulles avec Marcel Petriccioli et ses BD Un amour de Stradivarius de Tillion et Remise et le violon de Crémone de Tommy Ridolph. Et ce sera notre focus. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Bertrand Servera, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans à peine quelques semaines, s'ouvrira la 15e édition de Soro in Musica. Un festival de musique, je vais tenter, même si je sais que vous n'aimez pas trop les étiquettes, musique classique. De musique. De musique. De musique. Alors, musique avec S, bien sûr, parce qu'il y a des choses très différentes, mais il y a de la musique dite classique, mais voilà, c'est de la musique populaire. La musique est populaire, donc voilà. Soyons larges, parce qu'en plus, il va y avoir différentes choses, puisqu'on va passer de Puccini à Tino Rossi. Oui, j'ai une question. Voilà, donc il y a de la bonne et finalement de la bonne et de la mauvaise musique, et de la musique bien jouée et de la musique mal jouée. Et souvent, la musique moins connue, quand on la joue mal, on se dit c'est la musique qui est pas bonne, alors que non, c'est souvent qu'elle est pas très bien jouée. Voilà. Alors, vous avez conçu ce festival comme un trait d'union entre les cultures, les hommes, les pays, les saisons. Est-ce que, justement, vous parliez de musique populaire, est-ce que ce n'est pas compliqué de faire ce trait d'union, justement, quand le vecteur n'est pas si populaire que ça, on ne va pas se mentir non plus? Il le devient populaire, dans le sens où la musique rapproche les hommes de toute façon, parce que c'est un langage commun. Il m'arrivait de partir dans le monde entier, dans des petits villages de Bolivie, et de sortir mon violon, de jouer, et en fait, même sans parler la langue, sans avoir d'atomes crochus au départ avec ces gens-là. C'est une langue à part entière. Complètement. Et donc, ce langage, quand il est vrai, quand il est exprimé de façon profonde, et je pense que ça s'ouvre, et justement, ce trait d'union, cette musique devient un trait d'union entre même les villages parfois, parce que chez nous c'est parfois compliqué entre deux villages, et justement les gens vont chanter ensemble, se réunir, après entre les mondes, parce que justement le continent, la Corse, toutes ces choses qui peuvent se mélanger grâce à la musique. Après on passe à l'international, c'est incroyable, il y a des musiciens qui sont venus du monde entier, des Japonais, des Américains, là il va y avoir des gens des Canaries, d'autres îles qui vont venir jouer avec nous. En fait, non, il n'y a pas de limite, et puis on parle de différenciation entre les musiques, je vois, parce qu'il m'arrive de chanter un peu de polyphonie, pas bien, mais en tout cas d'en chanter, parce que j'adore ça. Finalement, quand on voit ces gens chanter en polyphonie, ils s'écoutent, ils se regardent et ils chantent ensemble. Et le meilleur chanteur les meilleurs chanteurs regroupés ensemble ne font pas le meilleur groupe de polyphonie. Et nous, c'est pareil. C'est-à-dire que vous mettez les grandes stars du violon, du violoncelle et de l'alto pour faire un quatuor, ça ne va pas forcément faire un beau quatuor. C'est des gens qui vont se comprendre. Et donc cette compréhension, elle est générale à toute la musique. Et donc quand on fait un concert comme l'année dernière avec Affilée et notre orchestre, on va dire, on se comprend. Alors la première répétition, on se cherche, deuxième répétition, et après, voilà, parce qu'on est tous dans l'écoute, dans le partage. L'harmonie. Oui, c'est ça. Et en plus dans l'humilité, la simplicité par rapport à la musique qui est au-dessus de nous. Souvent je le dis, le musicien n'est pas un artiste. Le musicien, c'est un interprète d'artiste. On est juste des interprètes, donc il faut se mettre en dessous. Au-dessus de nous, il y a le compositeur. Et puis les genres se mélangent. Les genres musicaux peuvent se mélanger aussi à travers les artistes. Moi, je parle de ce que je connais, qui auraient pensé un jour que des groupes de hard rock joueraient avec des orchestres philharmoniques. Oui. Ça s'est fait et ça marche merveilleusement bien. Parce qu'il y a un respect mutuel et parce que ce sont de bons musiciens. Ouais. Et c'est comme les compositeurs, il y a de bons compositeurs. Bon, on parlait de Tino Rossi tout à l'heure, et pour moi, c'est l'un des plus grands ténors qui ait jamais existé. Alors on peut dire, ah oui, c'est de la musiquette. Alors vous allez interroger. Non mais c'est de la folie furieuse. C'est sublime. La façon dont il chante, la façon dont il phrase la musique, c'est extraordinaire. Justement, quel est le lien? Parce que la soirée sera de Puccini à Tino Rossi. Quel est le lien entre Puccini et Tino Rossi? C'est le ténor.
en fait. D'accord. Et donc il y a un ténor qui va venir, qui est un magnifique ténor, et donc il va chanter du Puccini, et de là il va passer à toutes les époques, et la voix, c'est quelque chose qui nous relie tous. De toute façon, c'est encore plus. Nous, quand on joue d'un instrument, notre but c'est d'approcher cette substantifique moelle de la voix. Voilà, donc le ténor, c'est une voix qui est très célèbre en Corse. En plus, il y a énormément de chanteurs qui chantent merveilleusement bien, et avec des voix de ténor, ce qui est très rare. Alors, le succès ne se dément pas. L'année dernière, 5000 personnes pour l'édition 2007. À quoi est dû ce succès? On l'a vu avec les passerelles entre les genres, les musiques, mais encore. C'est assez mystérieux, en fait. Je pense que c'est la simplicité. Les gens se sont rendus compte qu'on n'était justement pas élitiste et qu'on n'était pas dans la recherche de prétention. Et on est dans le naturel. Et ça fait 15 ans et on n'a pas changé. Et pour moi, c'est une grande victoire parce que finalement, même personnellement, on pourrait se glorifier ou se sentir différent. Et en fait, je m'aperçois que tous les musiciens qui viennent, le public, il y a toujours cette simplicité et cette spontanéité. Voilà. Et ça, c'est le plus beau. Et puis la confiance que les gens ont dans une programmation. Parce qu'on parle toujours de programmation. Mais maintenant, je m'aperçois que le public s'en fout complètement de la programmation. Ils viennent parce qu'ils viennent. Ils ont confiance. Et s'ils n'aiment pas forcément, on en parle. Parce que moi, j'y crois à ma programmation. Donc ils peuvent dire, oui, mais ça, j'ai moins aimé. Ça. Vous avez des retours, justement, ben, régulièrement? Oui. Pas régulièrement, à la seconde où je joue. C'est ça la différence avec un festival normal, on va dire. C'est que nous, je vis avec le public. On est pendant 10 jours. Et même l'hiver, c'est comme une sorte de famille qui se séparait des mois et quand on se retrouve. Et à l'ouverture du festival, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a des gens, je les revois. Et l'année s'est passée avec toutes les vicissitudes de l'existence, les drames, les joies. Et tout d'un coup, paf, tout ça disparaît et on est là que pour le bonheur de se retrouver ensemble en musique. Ensemble. C'est pas le musicien qui vient jouer pour montrer qu'il sait faire. Non, c'est ensemble. Moi, si le public n'est pas là, je vais à la plage. Je m'en fiche, moi. Enfin, je veux dire, je suis là pour cet événement qui fait plaisir à tous les musiciens. C'est pour ça que les musiciens reviennent, le public revient. C'est pour ça que le succès, il est naturel. Voilà. Je suis pas là à compter les gens. Vous me dites qu'il y a eu 5000 personnes, mais ça se peut, il y en a eu beaucoup plus, et peut-être beaucoup moins, et puis c'est pas ça l'important. À quoi doit s'attendre justement le public pour cette édition 2018 ? Il doit s'attendre, comme d'habitude, à des choses les plus éclectiques possibles, avec des choses très différentes. Par exemple, on va faire une lecture avec Romain Rinucci et autour de Christian Bobin, Mozart et la pluie. Oui. Donc c'est un penseur actuel, enfin contemporain, et donc c'est très fort, les textes sont très très forts, et donc autour de ça, on va pas jouer du Mozart évidemment, mais il va y avoir tout un cheminement musical. Après cela, on va jouer du Brahms avec la sextuor de Brahms. On va faire donc Tino Rossi et puis Puccini. On va jouer. Oui, il y a des thèmes qu'on peut relier également à l'actualité. La Méditerranée sera présente. C'est le concert d'ouverture, très, très très fort, puisque c'est la Méditerranée. Il n'y a pas que la Corse. Et on se rend compte que toutes ces musiques finalement se ressemblent et ont des liens énormes entre le Maghreb, l'Italie, l'Espagne. Et donc toutes ces musiques entre le XVIIIe et le XXe siècle, il y a des choses merveilleuses. Et quand on écoute un lamento italien ou sicilien, évidemment c'est très proche du nôtre, mais aussi on entend des lamentos du nord de l'Afrique et il y a une connotation très forte. Et justement, on ne fait pas que de la musique, puis il y a des conférences, et entre autres, il va y avoir une conférence sur un mamelouk qui s'appelait Youssouf. Et c'est mamelouk, Youssouf, un Corse à la conquête de l'Algérie. Parce que Youssouf, en fait, au départ, c'est un Corse. Qui a été raflé, et qui est parti chez les Turcs, et qui a participé à la conquête de l'Algérie, qui a été d'une grande aide aux Français, et qui a participé à ce magnifique génocide à l'époque. Enfin, voilà. Donc c'est très intéressant, parce que finalement, il y a des ramifications qu'on n'imagine même pas. Et ça, c'est autour de la musique, mais aussi le théâtre, la poésie, la photographie, le vin, les glaces. Voilà, c'est un festival un peu... On est un peu... Voilà. Protéiforme. Également, autre soirée, les compositrices, les femmes, à l'honneur.
Alors les compositrices, c'est les compositrices et vigneronnes. Parce que c'est là qu'on invite, on invite Raphaël Pierre Bianquet qui vient nous parler du vin. C'est la 8e année qu'on fait des concerts autour du vin. Et c'est-à-dire que le public déguste certains vins par rapport à la musique. Les musiciens, malheureusement, on ne peut pas déguster le vin, c'est le public. Hein. Là, sur le coup, on n'est pas égalité. Et donc, on va travailler avec des vigneronnes et les compositrices. Alors, c'est avec mes filles, parce que j'ai 2 filles qui sont très, pas féministes, mais qui sont remontées, enfin, qui veulent une égalité. Et c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé. Avant toutes les affaires qui ont éclaté l'année dernière, ça fait 1 an et demi que je travaille sur un projet de composition. C'est vrai qu'on en parle rarement. On parle par exemple de Mendelssohn, de Félix Mendelssohn, mais sa sœur était une magnifique compositrice, elle s'appelait Fanny. Après, on parle de Mahler, et sa femme, Alma, a magnifiquement composé, sauf qu'à un moment donné, le mari lui a dit non, mais là, tu t'arrêtes, tu t'occupes de moi avec ma grande carrière et tout ça. Donc c'est intéressant parce que c'est assez finalement contemporain comme réflexion. Et donc il y a des compositrices magnifiques. Comment vous avez arrêté la programmation, on en parlait, et comment vous vous entourez? Alors, on arrête une programmation quand on est programmateur par la venue de certains musiciens, tout d'un coup des découvertes. Par exemple, justement, Fanny Mendelssohn, j'écoutais la radio et je suis tombé sur un trio que j'ai trouvé magnifique. Et à la fin, Fanny Mendelssohn. Et nous, j'ai fait des études de musicologie, on ne m'avait jamais parlé de Fanny Mendelssohn. Donc il y a quand même un problème. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et c'est là que je me suis dit, tiens, mais il faut réfléchir là-dessus, parce que proposer, voilà, pas toujours les mêmes choses, les mêmes trios de Mendelssohn, Félix, on va proposer, voilà. Et en fait, ça se fait comme ça, après une rencontre avec le ténor, en se disant, tiens, mais on a un super ténor, est-ce que tu es d'accord pour venir? Après, il y a le problème financier. Il faut que je puisse expliquer aux musiciens que nous, le budget, on l'a la veille du festival. Parce qu'on a, malheureusement, les réponses sont tardives, c'est très compliqué. Voilà, c'est des problèmes qui nous dépassent, nous, programmateurs, et puis nous, musiciens. Moi, me mettre le nez dans le guidon des finances, c'est toujours compliqué. Mais malheureusement, il faut leur dire, vous allez venir, mais peut-être que vous allez venir pour le plaisir de... Mais en même temps, c'est notre métier, nous, d'être musiciens. Donc, on ne peut pas dire, ah oui... La beauté du geste, ça compte oui, aussi. Non, mais voilà, à un moment donné, il faut que je puisse gérer ça. Donc, tous ces paramètres font qu'à un moment donné, le puzzle se met un peu en place et j'arrive à organiser des choses. Après, je suis allé jouer aux Canaries. Et aux Canaries, ce sont des îles, hein, donc pas méditerranéennes, atlantiques, mais reliées à l'Espagne. Et donc, ça m'est venu de faire un lien avec notre festival et le leur. Et donc, je leur ai proposé de venir en leur disant, dépêchez-vous de me donner la réponse, parce que nous, les billets d'avion, vite, ça monte. Et ils se sont arrangés, ils ont appelé le gouvernement des Canaries, pas le gouvernement espagnol, mais le gouvernement, et qui leur a payé le voyage pour venir chez nous. Donc c'est aussi de bons exemples pour nous, de façon de gérer. Ils avaient une invitation officielle de ma part, et donc ça veut dire que j'ai 2 musiciens de plus, donc je peux faire plus de musique, vous voyez, et sans que finalement ça soit un poids financier. Donc tout ça, c'est des petites choses, des rencontres musicales avec des musiciens, comme mon copain japonais que j'ai rencontré en tournée au Japon, ou le flûtiste qui est un flûtiste américain, qui est le soliste de l'orchestre de Philadelphie, que j'ai rencontré au cours d'un concert, on a sympathisé. Et puis, voilà, maintenant il vient. C'est toutes des choses comme ça. Vous le disiez, vous produisez, vous avez la chance de vous produire un peu partout dans le monde et au sein de l'Orchestre national de France. Comment vous dirigez également? Comment les 2 activités, je dirais, de la pratique du violon et la direction d'un ensemble s'enrichissent l'une l'autre? C'est bien de se retrouver des 2 côtés c'est comme d'organiser un festival, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte de ce que ça peut être. Et donc quand on est musicien, souvent on arrive, on veut que tout soit parfait, le verre bien placé, la température, tout ça, et on se rend compte que c'est vraiment pas évident. Donc, et diriger un ensemble, c'est pareil, c'est un problème humain, parce que c'est difficile de travailler avec des gens, d'imposer certaines choses, de les écouter, d'avoir de l'humilité nécessaire pour s'apercevoir qu'on a tort, parfois. Et donc, c'est l'école de la vie. Et voilà, vous voyez, je travaille dans des vignes en ce moment, et c'est intéressant aussi de voir le travail des ouvriers agricoles qui aussi n'ont pas la même vie, pour des salaires qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et donc, toutes ces expériences sont intéressantes pour arriver
après, face à une collectivité, pouvoir entre guillemets, les diriger. Mais on ne dirige pas les gens. Ça ne marche pas. Oui, et puis on partage des moments avec eux, et avec un but commun. Nous, c'est plus simple, parce que le but commun, c'est la beauté. C'est quand même... et tout le monde veut la beauté. Alors, on n'a pas forcément les mêmes idées pour réaliser cette beauté, mais on est obligé de se mettre d'accord. Et puis nous, il y a le concert. À un moment donné, on monte sur scène, et il faut respirer ensemble. Donc même s'il y a eu des tensions juste avant... Voilà, il m'est arrivé d'entendre à l'Orchestre National la respiration de 120 musiciens ensemble. Et il y a des types, je leur dis quasiment pas bonjour, parce que j'ai aucun atome crochu avec eux. Sur 120, c'est comme un petit village. Oui, bien sûr. Les gens, voilà. Et ben, au moment du concert, il y a cette respiration, c'est quand même magique. Voilà, la musique, c'est un truc de malade, quoi. Alors, on reste avec votre instrument de prédilection, le violon, avec notre virtuose de la bulle, j'ai nommé Marcel Pétrichol. Avec un amour de Stradivarius, oui. de Fabien Tillon. Et c'est aux éditions Nouveau Monde Graphique. Alors, Stradivarius, on connaît tous. Stradivarius, l'instrument, le violon. Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'homme, le luthier? Pas forcément, mais justement, cet album va nous permettre de découvrir une partie de la vie de Stradivarius. Et vous allez voir que même si cette histoire est romancée, elle tape vraiment, enfin en partie romancée, elle tape vraiment dans le mille. Donc on va à Crémone, en 1701, c'est là que vit Antonio Stradivari, dit Stradivarius. On s'aperçoit de suite que c'est un véritable perfectionniste qui passe ses jours, ses nuits à peaufiner les violons, à peaufiner son art de la lutherie. Il est veuf, il est père, il a un fils, il n'a pas d'amis, pas d'amour. Sa vie, elle est réglée comme du papier à musique. Donc vous l'avez compris, il ne vit que pour et par sa passion de luthier, sa passion de créer des violons pour les plus grands musiciens. Puis un jour, au détour d'un chemin, il va rencontrer un aventurier, un marquis français, le marquis de Bellone, et surtout il y a sa nièce qui est avec lui, la belle Cédini. Donc en fait, ce marquis va le tirer d'un mauvais pas. Donc Stradivarius va l'inviter chez lui. Il va même rester plusieurs mois chez Stradivarius. Il va demander à Stradivarius de lui apprendre le métier de luthier, ce qu'il va faire. Et bien sûr, Stradivarius va tomber amoureux de la nièce, ce qui est tout à fait normal. Seulement voilà, alors ils vont vraiment tous les deux se concentrer sur l'art de faire des violons. Seulement voilà, à l'extérieur, il y a une guerre qui fait rage. C'est la guerre de succession d'Espagne. Mais bon, eux, ils sont dans leur but. Ils s'aperçoivent pratiquement de rien. Alors le ton de cette BD, elle est très poétique, surtout quand Stradivarius prend la parole et qu'il parle de son travail. On sent bien qu'entre l'art et l'artisanat, la frontière est tenue, mais tellement il est vraiment amoureux de son métier. C'est ça qu'arrive à transmettre cette BD. On sent toute la passion, tout l'amour qu'a Stradivarius pour ce métier. L'écriture le retransmet, mais vraiment parfaitement. Il y a une superbe scène, il y a une joute musicale dans la BD entre Stradivarius et un autre Antonio célèbre, un compositeur italien, Vivaldi. Il y a un échange entre les deux. C'est du grand art. Dans les deux sens du terme, c'est du grand art. Et la BD et la musique. Voilà, 2 mots sur le récit historique qui est en arrière-plan, qui donne vraiment une dimension supplémentaire à l'histoire. Vraiment, vous allez voir qu'on a l'impression, alors que Stradivarius, son atelier va même être pillé, mais c'est pas grave, il continuait dans son monde, il va continuer à faire ses violons. Alors au niveau des couleurs, c'est des couleurs qui sont absolument superbes, aquarelle et gouache, tout en couleur directe, on est dans les tons pastels, c'est très fin, c'est subtil, c'est pâle. Il y a une ambiance vraiment unique, on est vraiment dans l'Italie du XVIIIe siècle. Alors même si le dessin, parfois, a l'impression d'être un peu irrégulier, un peu inabouti, vraiment ça n'enlève rien au plaisir de la lecture, elle est vraiment plaisante. Les auteurs se sont rendus dans la ville de Crémone pour s'imprégner des lieux, pour faire leur BD, et ça se ressent vraiment au niveau des dessins. Voilà, c'était un hommage à l'homme, Stradivarius. C'est aussi un hommage au travail et au partage de ce savoir. Voilà, puis ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans l'atelier de Stradivarius, et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va découvrir quelques secrets sur la fabrication des violons. Ça, je vous laisse le découvrir. Ah, aux éditions Marcel? C'est aux éditions Nouveau Monde Graphique. D'accord. Et rapidement, votre deuxième choix? Le violon de Crémone, on reste pas à Crémone, parce qu'on va pas à Crémone, mais ça fait partie des contes d'Hoffmann. Alors voilà, c'est l'histoire de Crespel, qui est un conseiller juridique. Il s'est créé une très belle réputation en Allemagne. Pour le récompenser, le prince va lui offrir de construire une maison complètement à sa charge. Et la maison, ce conseiller va la faire à son image, immense, complètement abracadabrantesque, labyrinthique, tout ce que vous voulez. Il y a
vraiment aucune construction, aucune base de construction. Alors bien sûr, cette maison, tous les habitants du village vont la trouver super, ils sont fascinés justement par cette construction, mais ils vont surtout être fascinés par une voix qu'ils entendent un soir à la fenêtre. C'est la voix absolument merveilleuse et envoûtante de sa fille. Alors ils attendent tous de réécouter, mais en fait ils n'entendront plus jamais parce que le conseiller, il va enfermer sa fille, il va la laisser récluse, elle n'aura plus le droit d'apparaître en public, elle n'aura plus le droit de jouer, ni d'écouter de la musique. Et tout le monde va se demander pourquoi cet homme qui est passionné de violon, pourquoi il est devenu fou, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le secret qu'il cache? Il y a un homme qui va tenter de découvrir ce secret, qui va essayer de savoir pourquoi cet homme est devenu ainsi. Et on s'aperçoit que sous ces airs cyniques, en fait, ce conseiller, c'est un masque protecteur pour protéger, je ne vous dis pas... Là aussi, je vous laisse le découvrir. Que de suspense. Voilà. Il y a beaucoup de suspense et surtout, c'est très très bien retranscrit au niveau des dessins, du texte. L'ambiance fantastique du conte d'Hoffmann, elle est parfaitement transcrite. On sent l'angoisse. Elle est permanente quand on lit cette bande dessinée. Mais voilà, je vous dirais juste que ça finit bien. Et c'est une très belle introduction au conte d'Hoffmann. On est spoilé. Oh là là. Non. Vous allez voir. Je ne vous dis pas pourquoi le violon de Crémone. Hein. Vous allez comprendre. Mais... Voilà, surtout, c'est une initiation au conte d'Hoffmann. Il y en aura d'autres dans ces collections. C'est chez Delcourt, la collection Ex Libris. Il y aura d'autres contes d'Hoffmann. Je vous invite vraiment aussi à découvrir les contes d'Hoffmann. C'est absolument fabuleux, aussi bien en BD qu'en écriture, bien sûr. Merci, Marcel. Le fameux Stradivarius pour un violoniste, c'est un instrument mythique ou... oui. voilà. Mythique, non. Oui, allez-y. Oui, dans le sens où il n'y a pas que lui, il y a deux, trois luthiers qui sont mythiques, mais parce que le son est absolument extraordinaire. Chez certains Stradivarius, enfin chez certains instruments, tous ne sont pas extraordinaires. Mais alors après, le danger chez Stradivarius, c'est que dans sa vie, je crois qu'il en a fait 1000 ou peut-être, et puis qu'on en découvre de plus en plus. Donc il y a beaucoup de faux, évidemment. Donc à une époque, c'était un peu le jeu. Mais c'est vrai que ce sont des violons. Pour donner l'exemple d'un violon, les gens me disent, mais à quoi ça sert? Vous avez une maison avec 3 fenêtres. Donc vous voyez évidemment beaucoup de choses, des arbres. Et tout d'un coup, vous passez dans une maison où il y a 5 fenêtres. Et puis, avec des grands violons, vous passez dans une maison où tout est ouvert. Et donc la palette de couleurs devient infinie. Et c'est ça un bel instrument. C'est que tout d'un coup, votre voix et votre vision de ce que vous avez à l'intérieur de vous s'épanouit de plus en plus. C'est pour ça que les violons, il y a des violons comme ça mythiques. Parce que tout d'un coup, on joue et on se dit, mais tiens, ça c'est possible, cette porte, elle peut s'ouvrir. Et là, on peut aller voir là. Et la lumière, elle est... Ah ben oui, voilà, c'est ça l'astuce. Alors, on rappelle aussi que la particularité de Soro in Musica, c'est un festival itinérant. Oui. Donc Vico, Reno, Balogne, de mémoire, Lecce. Oui, enfin tous les villages, Calcato, c'est vrai. Piane, cet hiver, nous sommes allés. Donc on essaie de bouger comme les vrais saltimbanques, avec une sorte de caravane comme ça qui va de village en village. Et c'est ça aussi qui rend et puis qui rapproche. Parce que moi je sais qu'il y a des gens de mon village qui n'étaient pas allés dans d'autres villages depuis 30 ou 40 ans. Et là, grâce au festival, ils sont revenus, ils découvrent. Et puis le touriste qui suit le festival, lui, il va découvrir des villages. Et puis de villages, il va dire, ah, tiens, il y a un petit restaurant, je vais aller là. Et puis là, c'est beau, je vais retourner demain. Et voilà, ça fait un melting pot culturel, social, économique, qui est, je trouve, très intéressant. Et dernier point, c'est aussi une histoire de transmission avec les masterclass. Oui, c'est important, c'est comme d'aller dans les écoles. Je trouve que c'est important de partager le peu qu'on sait. Alors c'est à partir de quel âge? À qui ça s'adresse? À tous les âges, oui. J'ai envie de dire de 6 ans, à partir d'une certaine autonomie, quand l'enfant commence à être autonome, jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas d'âge pour la fin. Donc j'aime pas trop le truc de Tintin à 7 à 77 ans, je trouve ça nul. Parce que, pour les gens qui ont 78 ans, ils n'ont plus le droit de dire Tintin. C'est nul. Donc dans nous, il n'y a pas de limite. Et justement, ce partage là aussi entre des jeunes, des plus anciens, des gens qui viennent du continent, qui viennent de l'étranger, qui viennent du village d'à côté, et tout ce mélange, je trouve que c'est notre boulot. On ne doit pas s'enfermer, il faut s'ouvrir. Voilà, et c'est vrai que l'insularité, c'est quelque chose de complexe par rapport à ça, je pense. Et donc, l'idée, c'est d'ouvrir le plus possible. Parce qu'en s'ouvrant, on se retrouve, je trouve, moi. Et voilà. Et donc, c'est l'idée. Au départ, c'est quand même un concept d'éducation populaire.
un sillon qu'on doit creuser, qui est long à creuser et on ne s'arrêtera jamais, quoi. Même moi, je continuerai de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est très, très important, ce sillon d'ouverture. Et voilà, et ce mélange. Moi, je fais, comme vous le disiez tout à l'heure, je fais le tour du monde et je suis très content de revenir ici, mais je suis très content de faire le tour du monde aussi. Bien sûr. J'apprends. Et le concert de clôture, ce sera un concert anniversaire. Oui, parce que depuis quelque temps, c'est un concert où je raconte des histoires. Donc il y a un fil conducteur. Donc l'année dernière, on parlait de la Sposate, qui est une montagne qui est derrière Vico. Et donc j'ai essayé de faire comprendre aux gens qu'en fait l'histoire était fausse, parce que c'est une histoire terrible, horrible. Et je leur ai expliqué que c'était pas du tout ça en fait. Ça se terminait bien. Et voilà. Donc c'est un peu, on est sur le comique. Et là, ce sera les 15 ans du festival. Donc comment le festival a été construit, comment on l'a fait, les financements, tout ça. Bien sûr, ça sera évidemment excessivement sérieux. Bien sûr. Tout sera vrai. Très bien. On a vraiment hâte. Bertrand Cervera, merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. Et je rappelle les dates de Soro in Musica du 22 au 31 juillet prochain. Tous les détails sur Internet. Marcel Pétrichul, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Comme toujours. Bah oui, toujours, on ne se quitte plus. Alors voilà, pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse, Via Stella. Merci beaucoup. Merci.